Vous avez vu l'épisode avec Milou. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire folle à la fin qu'il nous a racontée au sujet de Daniel Nieto, un bandit marseillais pas un tendre qui avait kidnappé la fille d'un riche homme d'affaires italien pour finalement tomber amoureux d'elle. Allez, c'est parti, Daniel Nieto et Émile Diaz font Marseille. Moi, quand on me dit oh, toi tu es un voyou, je te réponds toi tu es un tu vois. Nous, moi, je touchais des milliards. Tu crois que moi je vais tapiner pour l'État toute une vie? Milan, c'est la capitale européenne du banditisme. Hein. Donc, si tu passes pas par Milan, c'est pas la peine de faire le voyou. Moi, 3 jours après, je recommençais à braquer des banques, comme si rien n'était, comme si j'avais pas fait 12 ans de prison. Les voyous, ils sont d'extrême droite. Et j'aurais dû la charcler, lui et l'autre. J'aurais dû la charcler. J'aurais dû le tuer. J'avais un petit assaut, je braquais le chauffeur comme ça. Elle commençait à me traiter le p***. Elle me disait après, il va falloir que tu me fasses un shampoing, tu le sais. P*** tous les jours, p***, tiens, p***. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Ils font Marseille. Vous le savez, j'aime bien, Benoît aime bien aussi, écouter les suggestions de nos invités en fin d'entretien. C'est grâce à Sébastien Toen, par exemple, que nous sommes allés taper à la porte de Titus. Vous avez vu l'épisode avec Milou de la French Connection, je suis sûr que vous l'avez vu. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire folle à la fin qu'il nous a racontée au sujet de Daniel Nieto, un bandit marseillais pas un tendre qui avait kidnappé la fille d'un riche homme d'affaires italien pour finalement tomber amoureux d'elle. Cette histoire, et d'autres, car on parle d'un collègue de travail des Tani Zampa, Francis le Belge et Jackie Imbert, va nous être racontée par Daniel Nieto en personne, mais aussi par Milou qui fait son retour. Allez, c'est parti, Daniel Nieto et Émile Diaz font Marseille. Daniel, Milou, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Alors je précise, vous connaissez bien tous les deux. Milou, tu étais venu, on va pas te citer comme un membre d'honneur de l'émission d'Ils font Marseille, mais quand même, ton émission a... Je revendique pas... Pour moi, l'honneur, c'est pas ça l'honneur. L'honneur, c'est la mentalité, la bonté et l'humain. Je suis juste là pour raconter une vie chaotique, une vie tumultueuse, une drôle de vie. Et je suis venu avec mon ami Daniel. J'ai 50 ans d'amitié, 52 ans d'amitié avec Daniel. On n'a pas le même parcours, on n'a pas fait les mêmes... Le banditisme, il y a plusieurs formes de banditisme. Hein. Moi, j'étais dans la drogue, j'étais dans l'escroquerie, j'étais un peu dans le racket, j'étais dans la fausse monnaie. Mais Daniel, lui, c'était plutôt les braquages, la violence. Et en terminant, il y a eu Turin, il y a eu Milan, enfin, de ce que je sais, de ce que j'ai vécu, nos chemins se sont croisés régulièrement. Hein. C'est pas parce qu'on ne fait pas les mêmes choses qu'on n'a pas besoin les uns des autres et les autres des uns. Bon, ceci dit, lui, il a préféré, toucher de l'argent de suite, aller au plus près, quitte à avoir un peu de violence, beaucoup de violence, même. Il a un parcours, ouais, bon, ça, c'est fait, on va pas dire mea culpa. On est comme ça, on parle, et puis ce qui a été fait a été fait. C'est bien, Milou, que tu précises ça en début d'émission, parce que, voilà, et je disais que ton passage et ton information, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous invite à vous refaire cet épisode-là, mais sachez qu'on ne glorifie rien, et tu ne tires aucun motif de fierté du nombre de vues de cet épisode-là. L'idée, c'est plus de raconter une histoire d'un Marseillais, de raconter une histoire qui, quelque part, parle aussi de Marseille, et qui raconte, quelque part, ce qu'était ce Marseille-là des années 70 aux plus jeunes qui nous regardent. Je ne tire aucune fierté de mon parcours, de ma vie, des choses qui sont intervenues, des années de prison, du malheur que j'ai fait à ma famille, à mes proches. J'ai fait beaucoup du mal à mes proches, les parloirs, surtout c'était l'ancienne prison, c'était pas comme aujourd'hui. Donc j'en tire aucune gloire. Ce que je suis là juste pour raconter. Maintenant, les gens, ils en feront ce qu'ils en veulent. Ils en feront ce qu'ils en veulent. S'ils disent, écoute, c'est de l'histoire et puis c'est comme ça, ou alors ils disent c'est un personnage ignoble, infâme, ils font ce qu'ils veulent. Je ne suis pas là pour ni glorifier, ni... Pour moi, c'est fait. Et si c'était à refaire, je ne sais pas si je referais pareil. Mais comme on sortait de la guerre et qu'on n'avait pas de quoi manger, et que j'ai grandi dans un quartier où il était normal, allez, je vais dire ça comme ça, hein, il était normal de faire le voyou, et j'ai fait le voyou. J'ai fait le voyou
jusqu'à ces dernières années. Et je m'aperçois aujourd'hui que j'aurais pu faire autre chose parce que c'est pas moi qui le dis. C'est un juge d'instruction qui m'a dit un jour, monsieur, vis-à-vis de votre parcours, on a les psychologues, parce que tu sais, quand tu rentres en prison, tu as des psychologues là, tu vois, qui viennent t'interroger. Il a dit, vu votre intelligence, vous auriez pu faire autre chose d'honnête. Ouais, D'honnête. Donc, j'ai pas été honnête, j'ai été malhonnête. J'ai été hors la loi, je n'en tire aucune gloire, mais je n'en tire pas non plus. J'ai pas honte de ce que j'ai fait. Daniel, toi, tu as. Moi, j'ai tout le contraire de lui. Ça commence bien. Tu es en tout cas né à Marseille, toi aussi. C'est pour ça que tu es aussi dans cette émission. Tu as grandi rue de Lyon. Rue de Lyon. Donc aujourd'hui, c'est quartier Nord. C'est dans l'alignement, en fait, Rue de en Marseille, Lyon, de Castellane, la Porte d'Aix. Si on trace une ligne, plus loin, dans les quartiers Nord, on trouve la rue de Lyon. Voilà, la rue de Lyon, c'est le début. Boulevard Rodot, rue de Lyon. Boulevard Rodot, c'est le boulevard où c'est le croisement. C'est un croisement très important de l'histoire de Marseille, le boulevard Rodot, parce que là, tu vas sur la droite, tu vas sur le port, la porte 7. Le port, il est quoi? Il est à 100 mètres. Hein. Et le boulevard Rodot, c'était un quartier très, très vivant à mon époque, à moi. Et franchement, c'était un quartier, ça vivait, quoi. Allez. Il y avait des bars, des pizzeries, enfin, tout le monde, enfin, bref. C'était vivant nuit et jour. C'est pas comme maintenant, c'est mort. Moi, j'ai grandi là, j'ai pas de mère, j'ai pas de père, moi, je suis orphelin. J'ai été éduqué que par des femmes, ma grand-mère, ma tante, mes cousines, une arabe qui me donne le sein quand j'avais 6 mois. Et voilà. Donc, et voilà, c'est des braquages dès ton plus jeune âge. Ça vient plus tard. Ça vient plus tard. Fin des années 60. Non, les braquages, ils partent comme moi. J'ai rien à voir avec le milieu, déjà, et d'une traditionnelle. Et d'une. Moi, quand on m'a dit, oh, toi, tu es un voyou, je te réponds, toi, tu es un tu vois. Parce que moi, je suis pas un voyou. Et d'une. Je suis pas voyou, moi. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai réagi face à des situations. Stop, tu vois. Voilà. C'est toi ou c'est moi. Donc, moi, jusqu'à l'âge de 14 ans, c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi. Un jour, il est arrivé mon père, un mec, 1m90. Oh, toi, tu es mon fils, et viens avec moi. Je dis, mais qui tu es, toi? Tu es mon fils, c'est pas tes couffé. Enfin, ma grand-mère m'a dit, vas-y, c'est ton père. Et je ne sais pas que je le vois, quoi. Et je suis parti avec lui. Et alors, il venait se marier, en cachette, tu vois. Il avait acheté une grande maison. Il m'a dit, voilà, ta nouvelle maison, patin, couffin, ici et là. C'est ton nouveau quartier, ta nouvelle école. Enfin, j'avais 14 ans, quoi. Et toute la journée, qu'est-ce que je faisais? J'étais sur les chantiers avec lui. Je faisais du métrage, des relevés de terrain, des plantations de notre bâtiment, tu vois, du quantitatif. Je m'occupais de la logistique des chantiers, des maçons, des plâtriers, des bricoteurs, des caroleurs, des façadeurs, des façadiers, tu vois. Et mon père, lui, il passe un an, il voit que tu arrives. Moi, je savais tout faire, hein. Il me manquait juste le papier, tu vois. Je savais tout faire, moi. Je te faisais un relevé de terrain avec, par exemple, les écoulements déjà prévus, enfin tout, quoi, prêt à bâtir. Mais la transition. Attends. On ne va pas faire le chose de. Non, mais attends, chantier. tu me fais parler, s'il te plaît? La transition. Quelle transition? La transition D'ouvrier à hors-la-loi, allez. J'arrive. Hein. Puisque tu dis, je ne suis pas un voyou. J'arrive. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Mon père me dit, il te faut le diplôme. Pour ça, il faut que tu ailles aux Beaux-Arts en architecture. Donc, je m'inscris aux Beaux-Arts pour avoir ce bout de papier signé, là, tu vois. Et je m'en battais les couilles, moi, de ça. Ça ne me plaisait pas. Et à mon père, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? Mais non, parce qu'après, me faire une entreprise de netto, fils, papa. Mais moi, ça ne me plaît pas, moi. L'hiver, je me gèle les couilles, c'est toujours plein de poussière, c'est du bruit. C'est plein de mecs qui parlent en toutes les langues, je ne les comprends pas. Ils n'arrêtent pas de se battre. Et moi, avec, moi, là-dedans, je ne vis pas. Et bon, mais pourtant, qu'est-ce que tu vas faire alors ici et là? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je continue, tu vois. Le vendredi, avec le comptable, on faisait le métrage. Toi, tu es patrié, combien tu as fait l'appartement? On mettrait combien tu as fait 100 mètres, tu vas te payer. Toi, le façadier, 100 mètres, tu vas... Enfin bref, les payes avec le comptable, c'est moi qui les préparais. Alors la banque préparait 30 boules. Le pognon, il arrivait là-bas, on allait le chercher avec le comptable, on préparait les enveloppes. Et on distribuait. Quand on avait payé tout le monde, le peu qui restait, une part, l'URSSAF, c'était l'URSSAF qui le prenait, avec les taxes. Mon père se payait, et moi, j'étais là comme un con, tu as vu? D'où la transition. Tu vois, à mon père, j'ai dit, qu'est-ce que je fais là?
Ah, mais dis mon peu, les vraies valeurs de la vie, les vraies valeurs de la vie, c'est quoi? C'est tapiner pour l'État, mais tu es parti en coup, quoi. Toi. Qu'est-ce que tu as dans le cigare? Tu crois que moi, je vais tapiner pour l'État toute une vie? Ah, ça, bah, c'est bon. Et je continue là au Beaux-Arts. Au Beaux-Arts, je connais Benoît. Après, un jour plus tard, Benoît, fils de plombier, un autre fils de... On avait tous le même cas. Il y avait tous les corps de corporation, là. De métier, pardon. Menuisier, plombier, électricien, avaient tous le même problème. Mais où tu vas danser, toi? J'ai pas de femme, parce que quand on paye tout le monde, il y a plus... Benoît, il faisait des braquages, seul, en maillot. Il n'était pas ici. Il rentrait dans une banque, il prenait le sou, il partait, il faisait les payes avec. Tu te rends compte? Et tu le rencontres au Beaux-Arts? On se rencontre au Beaux-Arts, on était 5, on était. Après, il y a Pierrot qui a disparu, lui, il est devenu architecte. Mais 4, qu'est-ce qu'on a fait? Benoît, lui, braquait déjà. On fréquentait l'armurerie de chez la rue de Bagne. Là. Il avait le polygone en dessous. C'est lui qui nous a appris à tirer. Ouais. Mais Arnaud. Ouais. On tirait comme mieux que les comptés. On pouvait s'acheter des armes comme vous voulez, mais il ne fallait pas les sortir de là, tu as vu? Et à l'époque, ils te vendaient en vente libre les carabines US, les fusils à pompe anti-émeute. Les fusils à pompe. Anti-émeute, c'était comme ça, tu vois. Getaway, là, le film. Ouais. Pareil. Ouais, j'ai eu. Et c'est l'époque où les années 70, où sont arrivés les Honda, les 9,5, les 7,5, les Yamaha, tu vois. Les Condé, ils avaient, tu sais quoi, une 4L. C'était compliqué, ouais. On faisait un marquage au bagne. Un quart d'heure après, on était à Saint-Louis, on en faisait un autre, tu as vu? Donc c'est avec ces collègues des Beaux-Arts que tu démarres, que tu prends goût au braquage et où tu te dis, tiens, ça rapporte plus. Non, au début, on fait ça parce qu'on est en colère, t'as compris? Après, on se rend compte que bon, c'est vrai qu'on prend un peu plus de pognon. Les sous, c'est bien aussi, non? Les sous, c'est mieux. Tu vois. Et donc, on se dit, pourquoi on va arrêter une équipe qui gagne, quoi. On continue, quoi. Ça dure combien d'années, ça? Ça a duré 2 ans. J'ai fait j'ai fait 2 ans au Beaux-Arts. Pendant 2 ans, on n'a fait que ça. Et après, on s'est retrouvé que, finalement, à force de tirer sur la corde à la casse, on s'est retrouvé encore dans 6 ans. Vous vous faites arrêter où? Ici, à Marseille. Sur quel coin? À la rue de Lyon, moi, je me suis fait arrêter. À domicile, donc. Il y avait Jo. Ouais. Je me rappelle. Jo était en moto, Daniel me dit, moi si un jour on m'arrête, je me suicide. Je lui dis, tu es con ou quoi? On est en moto tous les deux, et d'un coup, je se fait percuter par le cul par une voiture de Condé. Bon, mais ça me bat, tu vois. Et lui, il avait une 38 ici. Il me l'avait pas fait voir, tu vois, parce qu'on n'allait pas faire un travail, on allait voir. Ouais. Alors, les Condé, ils bam, bougez plus, ils nous mettent les mains sur le pont, là. Alors, Jo met les mains sur le pont, et doucement, il prend le calibre, il le sort, bon, il s'est tiré ici dans le ventre. Je me rappelle. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Il est tombé par terre. Je dis, ces en sont en nos tuyaux, qu'est-ce qu'ils font là, tu vois? Parce que nous, on est inconnus dans les services, ils ne savent pas qui on est. Après, quand ils découvrent qu'on est des fils d'artisans comme au Beaux-Arts, tu vois, c'était tout. Ils ont fait tout bout. Tu connaissais déjà Milou à Non, c'est là où il m'a connu. C'est là où je l'ai connu. En cellule. En prison. Ouais. Quand il rentre, je rentre. Moi, j'étais tombé pour détention d'explosifs, puis 2 ans. Hein. C'est rien, c'est le truc pour la pêche, tu vois. Enfin, une pêche... La pêche en Corse. Pêche de qualité, oui. La pêche. D'accord. D'accord, Milou. 25 kilos d'explosifs pour la pêche. Tu Une belle envoies, les pêche. poissons ils montent à la surface et tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Donc, on tombe en cellule ensemble, on fait connaissance, on se lie d'amitié. Lui, il part dans une centrale pourrie. À Mulhouse, c'est ça? En 6e. En 6e, tu as été? À Mulhouse. À Mulhouse, c'est pareil, voilà. C'est pareil. C'est l'Est, c'est les Allemands. Ils ne peuvent pas nous voir. Bon, et moi, je pars dans une centrale dans le sud-ouest, où j'ai fait 5 mois sur 2 ans, tu sais, j'avais fait un peu de prévention. Donc, je sors. Et la première permission qu'il a, parce qu'à l'époque, Badinter... non, il n'y avait pas encore Badinter. Ouais. Non, il y avait encore Pierrefitte à la bordée. Bon. Et donc, la première permission qu'il a, il vient me voir. C'est là que je lui fournis le nécessaire pour se mettre en cavale. Pour me casser. Voilà, faux papier, armes, voilà, il part en Italie. Et là, il a défrayé la chronique italienne. Il est devenu... Il fallait quoi? Donc, c'était quoi ce kit d'évasion? Il y a quoi? Faux passeport? Il y a les faux papiers, il y a l'adresse. L'adresse, il avait. Hein. Ouais, je l'avais. Ouais. Il avait, c'était les amis du Belge, des braves gens, tu vois. Même des braves hommes, des hommes d'avant, comme on dit chez nous. Ça se passe à Turin. C'est bon, mec. Hein, là où tu t'en vas, c'est Turin. Hein. Il y avait un mec sur 10. Voilà, enfin. Tu dis les amis du Belge, donc Francis le Belge, tu le connais déjà? Oui. Ouais, je le connais, oui. De quoi? D'avant la prison ou Moi, non, je ne connais pas le Belge. J'ai entendu parler du Belge, mais je ne le connais pas en fait. Et Non, moi, je te parle des amis du Belge.
Ah, ses amis. Ouais. Ah, Ni Mickey, Bébert Franconi, c'est habituel. ah là, hein. non, ils n'étaient pas amis, tous les deux, ils étaient ennemis, tu vois. Tout le monde croyait qu'ils étaient amis, mais en fait, ils étaient ennemis. Mais en fait, c'est des Moi, amis d'enfance du Belge, allez. Voilà, mais je veux dire, un mois, amis de... Ouais, mais ça fait pas d'eux des amis. Stop. Bon, tu rejoins Belge. ces gens-là, voilà. Voilà. Plutôt Albert, hein. Albert et Tino. Ils étaient pas, tu as vu, ils étaient pas ils faisaient pas dans la dentelle. On va faire ça, on va le faire, et puis on y allait, tu vois. On n'était pas là à calculer pendant 6 mois, en temps sur la banque, quoi. Ils voyaient écrit banque, ils avaient peur de rentrer. Et avec Albert et Tino, je vais pas dire tous les jours, hein, parce que dire des conneries, mais 3 fois par semaine, on tapait. Et je te garantis que les banques, c'était pas les épiceries. Regarde la caméra, regarde la caméra. Les banques italiennes pour les braquer. Ils avaient déjà, parce C'était que pas de la rigolade, je te le dis, moi. le crime en Italie, c'était déjà quelque chose. Il y avait des gardes, il y avait des hommes armés déjà oui, dans les banques. ouais. Ce que tu nous disais tout à l'heure sur les braquages de banques à Marseille, où on rentre comme ça avec... Voilà, en Italie, Ça s'appelait on rentre, on sort. il fallait travailler, c'était du Ocean Eleven déjà, hein, il fallait bosser son plan. En Italie, alors voilà. En Italie, on me dit, Daniel, on va faire telle banque cette semaine. Tu veux t'en occuper? Ok, mais moi, mon travail, c'était pas de rentrer dans la banque. Hein. Je ne rentrais pas dans la banque. Moi, mon travail, c'était de désarmer le vigile qu'il y avait dans la banque, de le mettre par terre, et après, braquager l'italienne. Eux, ils arrivaient en voiture, cagoule, ils rentraient dedans, ils frappaient. Eux, ils partaient de leur côté. Et moi, avec un scooter, je suis parti du mien. Quand tu dis tu désarmes le garde, tu vas à main nue comme ça Et j'y avec Ok. Une arme. bien dans la tête, tu as vu? Bon. Qui se relève plus, quoi. Et tu prends son calibre à lui. J'y prends même son chapeau, j'y prends tout. Voilà. J'y prends même, voilà. Et là, donc du coup, vous en faites quelques-uns à Turin, puis vous vous déplacez vers Tu vois, on a Milan. une trentaine. Mais progressivement, ça devient de plus en plus compliqué, les braquages en Alors Italie. voilà, ouais, ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est de plus en plus surveillé. Avant, ils mettaient un maton, un vigile. Après, ils en ont mis 2, tu as vu? 2. Tu vois, ça devient un peu... Et puis dans les banques, ne crois pas que les gens croient que les braqueurs de banque, ils sont millionnaires, milliardaires. C'est pas vrai. On n'est pas des crèves dans la faim, mais je vais te dire, c'est amélioré, tu vois. Quand tu vas dans une banque, en Italie, on prenait 10 bouts, on était 4. Quand tu as partagé en 4, qu'est-ce que tu fais? 2 500 000 lire. faisais avec 1 250 000 anciens francs, Qu'est-ce que moitié tu faisais prix. avec la semaine? Le café au lait. La semaine. Juste, c'est un petit détail, tu pars en Italie. Et j'ai vu ça, tu parles pas forcément italien, c'est avec le cinéma que tu apprends Ah, au cinéma, ouais. T'allais au cinéma J'allais du au coup cinéma, Bon, tous les café jours. au lait et ciné. Ouais, tous les jours, j'allais au cinéma. Parce que je me suis rendu compte qu'en allant au cinéma, tu apprenais vite. Et il fallait aussi lire quand même. Hein. Les journaux, il fallait les lire, tu vois. Mais le cinéma, c'est le top. Moi, j'ai bien appris l'italien, mon italien. Moi, je le parle couramment. Hein. Très vite, donc du coup, les banques, ça commence à devenir compliqué. Il y a 1 ou 2 braquages qui se passent Alors voilà, pas ce qui super se bien. passe, il se passe. Il y a des problèmes à Turin, hors braquage. Des histoires entre voyous, tu as vu, pour des territoires, Tino, le Belge, Tani, en peine tout ça. Moi, je n'étais pas là-dedans, moi. Et je travaillais avec un mec qui était là-dedans. Alors ce mec, Albert, il s'est fait tuer. Mais avant de se faire tuer, il m'a dit, Daniel, écoute, il m'a dit, voilà, si un jour j'ai un problème sérieux, un gros problème, il me dit, va à telle adresse. Et je vais t'amener voir, comme ça, au moins, tu sauras où aller, s'il m'arrive quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et il peut m'arriver qu'on peut me tuer, tu vois, je sais pas, moi, il peut m'arriver un accident. Alors, je veux pas te laisser dans la merde seul. Et il m'amène à Milan. À Milan, il me fait connaître Renato. Ah, Renato, l'ange de la mort. L'ange de la mort. Mais Connais Renato. C'est merci. C'est le Meryl Mesrine, tu italien. as vu, Renato Valanzasca. force 1000, tu vois. Et j'ai un qui avec cette équipe-là, mais c'est une équipe de fous, hein. Ouais. Équipe de barge. Là, c'est... Mais je sais, ma parole, je me suis régalé avec eux. Et moi, je me suis régalé, je descendais à Milan. Je me suis régalé avec eux. Ah, tu J'avais allais deux fois de temps en temps, tu allais les rejoindre Pas eux. Jamais de la vie. Moi, je suis un intellectuel. Je fréquente pas ces gens. Moi, j'avais les comptes rendus. Et on me D'accord. parlait de ce type, de ce Renato, que je ne connais pas. Et on me disait, tout le monde tremblait. Hein. Il n'y avait pas plus de mafia que de Cosa Nostra, que de Camorra. Tout le monde était comme ça devant lui. Hein, En plus, il tapait la coque à tout va, tu vois. Il avait peur de rien, hein, je te le dis. Hein. Donc, moi, j'allais à Milan pour mes affaires. Milan, c'est la capitale européenne du banditisme. Hein. Donc, si tu passes pas par Milan, c'est pas la peine de faire le voyou. Ça commence à devenir compliqué, les braquages. Et il y a une nouvelle, allez, j'aime pas le terme, mais on va quand même l'employer, mode. Du coup, c'est un système. les kidnappings.
qui commence à devenir en vogue. Et donc, vous vous reconvertissez là-dedans. Vous êtes une équipe prête. Vous étiez combien? 4, 5? Alors moi, j'arrive de Milan, alors qu'Orena, tu me dis, reste ici, on m'a fait un enlèvement. Je dis, non, je pars à Rome. Et je pars à Rome. Et eux, ils ont fait un enlèvement. Je pars à Rome, je vois les Romains. Eux, pareil, ils ont un accident, un braquage qui tourne mal, il y a des morts, des blessés, un peu un bordel. Quoi. Stop les braquages. On me fait ce qu'eux, ils appelaient le saut de qualité, tu vois. On le connaît, quoi. Le saut de qualité, je ne sais pas ce que c'est. Il salto di qualità, le saut de qualité, tu vois. Ils appelaient ça un bœuf. C'est-à-dire, c'est quelque chose de plus gros que les braquages. Ouais. Et c'est quoi? Eh ben, c'est les enlèvements. Ah bon, et tu en as fait des enlèvements, toi? Non. Et moi non plus. Comment on fait? Eh ben, moi, je connais quelqu'un qui, par exemple, rien que pour se faire payer, un enlèvement, finalement, qu'est-ce que c'est? Un braquage, au lieu de prendre du pognon, on prend un mec, hein. Pareil, tu vois? Il faut être plus patient. Jusque-là, ça va. Après, comment on fait? Mais après, on va nous expliquer. OK, on a démarré, on a fait comme ça. On a pris un mec, c'est-à-dire avec le pognon du braquage qu'ils avaient fait, ils avaient donné tout aux familles des blessés et des morts. Ils avaient gardé une 21 millions. Et comment on va faire un enlèvement avec 20 millions? Parce qu'il faut du pognon quand même, tu vois. Ouais, la logistique. Alors, on a loué 2 box. Tu mets les voitures, tu vois. Un, il était toujours fermé. Il y avait un fourgon dedans, garé en cul, avec un lit et un mec enchaîné. Et à côté, l'autre, il nous servait pour discuter, tu as vu, pour voilà, stop. Le premier, on a fait comme ça, il a duré 1 mois, on a pris 1,2 milliard. 1,2 milliard de lire. Ouais. Donc, grosso modo, 600 ça fait... millions anciens. Oui, ça fait 3 millions d'euros. D'anciens francs. Si on convertit... Alors là, quand on a vu ça, on a investi, on a acheté des appartements. Et dans chaque appartement, je faisais une cellule, moi. On parle de 78, là. Ces kidnappings, c'est un travail en amont pour savoir... Le kidnapping, c'est... Il ne faut pas croire que tu fais un kidnapping en disant « je fais un kidnapping hein, ». Non. Un kidnapping, c'est 24 heures non-stop, la pression, tu as vu. C'est pas un braquage qui dure 30 secondes. Là, ça dure des jours, des semaines, parfois des mois. Est-ce que c'est pas ça, justement, là où ça change aussi? C'est-à-dire qu'un braquage, on le fait... J'en ai pas fait, hein, je me projette, mais je me dis, un braquage, il y a l'adrénaline, c'est sur le moment, on fait le truc, on a entre guillemets, ce coup de folie. Là, en fait, c'est un coup de folie en permanence, parce qu'une fois qu'on a kidnappé la personne, on est toujours avec elle, on est toujours dans ce méfait-là. C'est très long. Mais ouais, tu es 24 heures dans le déni, dans le délit. Gérer un otage, c'est pas évident non plus, tu vois. Ça dépend comment tu veux le faire. Hein. Si tu veux être humain, ça va. Et ça va, c'est du travail. Sinon, tu l'attaches et puis tu le laisses comme ça, quoi. Tu as fait une momie et tu le laisses comme ça, juste la bouche ouverte, et tu mets un peu... Mais nous, on ne faisait pas comme ça, nous. Nous, on faisait une cellule, 4 mètres carrés, un matelas insonorisé, un matelas, des chaînes fixées au pilier de bois là, qu'on avait là, un pied, une main, et voilà. Le mec, il a une petite porte. Ça, tu me disais que c'est toi qui faisais les cellules. Ouais. Tu as eu l'idée tout seul ou justement moi, c'était dans ta formation? Dans le bâtiment, la formation, dans les beaux-arts, je savais comment faire pour isoler une maison. Quoi. Je suis capable de faire un studio. Quelque part. Voilà. Je peux te faire un studio là. Et donc, du coup, vous en faites quelques-uns, ça marche. On va dire vous en faites grosso modo 4 avant celui qui va nous... 4, on en manque un. Celui que vous manquez, c'est un... En plus, c'était le roi. C'est un plan B, c'est-à-dire qu'au départ, vous aviez une cible et puis ça se fait pas. On avait une liste de personnes qu'on pouvait enlever, quoi. Hein, on savait qui ils étaient. On avait des rencarts un peu à droite, à gauche, tu vois. Enfin, on s'en occupait tous les jours. Hein. On faisait que ça. Et donc, on a ce mec, là, on le manque. Alors, moi, la première fois, quand je le vois, c'est le roi du matelas comment on appelle ça? Ce matelas qui prend la forme de ton corps. Enfin, c'est lui qui a inventé ça. Il avait des centaines de milliers d'hectares, je ne sais pas où, dans quel pays, là. C'est où font le latex. Il était bourré. Alors, il habitait là, et sa maison était là. C'était une ligne de droite. Il y avait 1 kilomètre. Une ligne de droite d'1 kilomètre, tu vois. Avec une grosse voiture et 2 gardes du corps chez lui. Il restait chez lui. Et il partait avec un chauffeur et garde du corps. Et il roulait jusqu'à l'usine. Et tous les jours, on était là, on se le matait. Putain, il roule bien doucement. Comment ça fait qu'il a passé les prudents? Parce que s'il passe que là. On n'a pas compris. On était le roi des cons, tu as vu. Et tu sais pourquoi il roulait doucement? Parce que la voiture, elle pesait 10 tonnes, tu vois. Et les verres, ils étaient comme ça. Quoi. Parce que quand elle a coincé, moi je suis sur le fourgon, je suis par la route, je sors avec j'avais un fusil d'assaut, je braque le chauffeur comme ça, tranquille, il allume la cigarette, tu allumes la cigarette, je te fais voir allumer la cigarette. Tout, les balles, pouf, elles ont ribombé, elles ont ricoché, tu vois. Il est arrivé Luciano, 1m90, hein, avec une masse, il tape dans la vitre de l'eurobombe. Boum, boum.
boum, c'est une grande avenue. Les voitures commencent à s'arrêter parce qu'on a tout bloqué. Et bing, et bam, boum. Finalement, ils arrivaient à les Condés. En courant, ils passaient à travers, ils s'attiraient, on s'est arraché. Et on l'a manqué. On est arrivé à la maison, les boules, tu as vu. Et donc, c'est là qu'on se rabat sur la fille. Et vous vous rabattez dessus parce que vous avez engagé des frais d'achat ouais, d'appartement et autres voilà, pour prévoir un kidnapping. Donc, du coup, c'est une perte d'argent si jamais vous en faites pas. Le mec, il devait avoir le même concessionnaire que Poutine. Il avait un sacré truc. Là-dessus, sur cette tentative manquée, vous n'êtes pas arrêté. Vous vous dites, on va faire la fille d'un exploitant de salle de cinéma en Italie. Ouais. Et vous vous dites, elle s'appelle Giovanna Amati, elle est tout juste majeure. Ouais. Mais c'est une fille. C'est une fille, ouais. Et dans les codes de ce que j'ai compris, moi je voulais pas. Une fille, ça change la donne. Alors je vais t'expliquer un truc. On était 5. Il y en a 2 qui voulaient pas. Moi je voulais pas, Lucien ne voulait pas, il était marié. Je ne touchais pas les femmes. Il y avait Amédéo qui était entre les deux, c'était le plus vieux, tu vois. Il y avait les 2 frères, extrême droite, extrême gauche, 2 ans. Eux, ils s'en battaient les couilles de tout. Non, on s'en fout. Moi je m'en fous pas, tu t'en fous, moi je m'en fous pas. Ça va, on va bien, bravo. Alors Amédéo, on est 2 contre 2, il en reste un. Amédéo, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je le fais à condition que ça ne dure pas plus de 48 heures. Ça dure 48 heures, ça ne dure pas 48 heures, ça dure 75 jours et nuits, tu vois. Qu'est-ce qui se passe pour que ça... Parce qu'entre-temps, le juge, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a congelé tous les biens des familles, il les empêchait de parler, il a fait une loi, il a voté une loi qui disait que les familles d'otages qui payaient les rançons favorisaient le crime. C'est eux-mêmes complices. Et ils allaient en prison, hein. Ouais, en prison. Et donc, du coup, toute la famille, c'est-à-dire que vous la kidnappez, vous vous dites, on va régler ça dans les 48 heures, vous la récupérez, je crois, devant chez elle, c'est ça Devant chez elle, ouais. Vous la récupérez, vous lui dites, bon, t'inquiète pas, voilà, on ne te veut pas de mal à toi, ta famille t'aime, elle va payer la rançon et tout va bien se passer. Il y a un mode opératoire, on met une petite annonce dans le journal, c'est ça pour... Alors voilà, quand tu prends un otage, quel que soit l'otage homme ou femme, tu le prends, tu le fous à poil. À poil. Plus rien sur lui. Toutes ses affaires perso, montre, bague, tout, à poil il est. Tu mets tout dans un sac. Et dans le sac, tu lui fais une photo, un Polaroid avec le journal du jour que tu mets dans le sac. Avec une enveloppe. Et à l'intérieur de l'enveloppe, tu leur dis, préparez, par exemple, 10 milliards de rançons. Quand vous serez prêts, mettez cette annonce sur le journal et c'est tout. On vous contactera avec un numéro de téléphone et on vous contactera. Quand tu dis 10 milliards, pour ceux qui nous regardent, c'est 10 milliards de lire italiennes, donc ça fait des millions d'euros. C'est 1 milliard ancien. Ça fait, voilà, du coup, on va dire... Mais tu vois, c'est un truc lancé comme ça, c'est pour négocier, tu vois. Après, ça baisse. Après, tu touches un et demi. Voilà, c'est-à-dire on dit 10, et puis au final, la famille dit j'ai 2, j'ai 1. Bon, ok, allez, on prend. Ça fait quand même toujours beaucoup d'argent. Ça reste, un ou deux, ça reste des millions, beaucoup, ça fait plusieurs millions d'euros actuels. Qu'est-ce qui fait donc du coup, quand vous la kidnappez, que vous réalisez que ça va durer plus de 48 heures? Au moment où vous l'avez, vous vous dites, en fait, sa famille, elle va pas nous contacter de suite, va falloir être patient. Ben, c'est cette loi qui est votée. Elle tombe dans la foulée? De suite, immédiatement. Le jour qu'on l'a prise, il a fait voter cette loi. C'était une loi qui était vieille, hein, qui datait de 76. Et lui, il a saisi l'occasion pour la remettre en vigueur, tu vois. Un décret. Parce qu'avant, tu étais condamné pour un enlèvement, le maximum, c'était 12 ans. Là, tu passais à 30 ans. Et ça, vous l'apprenez comment? C'est-à-dire, c'est le lendemain en lisant le journal Par les journaux, par la télévision, partout. Et donc là, vous réalisez qu'en fait, vous allez devoir la garder longtemps avant que la famille puisse prendre contact avec vous. Longtemps, c'est longtemps. Garder une femme longtemps... Donc du coup, tu nous dis c'est 75 jours. Les contacts avec la famille, ça arrive qu'au 75e jour ou vous avez des contacts avant Non, avec on la a des famille? contacts. On a des contacts parce que, bien qu'ils réunissent l'argent, parce que nous, on sait qu'ils réunissent l'argent. On le sait. Alors, de temps en temps, la famille fait des appels à la télévision. Par exemple, ce soir, ils passent à TF1. Voilà, nous sommes à la famille de monsieur Untel ou de madame Untel qui a été enlevée. Nous n'avons pas de ces nouvelles depuis 15 jours. Et papa, voilà. Nous, on l'écoute. Bon, ça va, on va tant pis de ces nouvelles. Allez. On se débrouille pour les contacter. On lui fait faire une lettre par l'otage. Sur la lettre, l'otage lui explique qu'il faut qu'il se bouge le cul pour payer, qu'il est bien, qu'il n'y a pas de problème. On lui fait arriver cette lettre où il faut. Alors, ce qu'on faisait, nous, on choisissait, par exemple, la Mati. On savait
elle aimait bien les steaks qu'il y a eu avec tout ça. Parce que lui, à l'origine, c'était un boucher. Lui. Avant le cinéma, il était dans la Ouais. boucherie. Mais la Mati, tu dis, on choisissait la Mati. Qui la Mati? La femme de... La fille. La fille, elle, le saucisson. Elle aimait la viande, quoi. Elle, Giovanna. Voilà. Ouais. Alors moi, j'allais là-bas, j'ai dit, moi, on doit faire passer un message à ton père, là, ou à ta mère, à qui on peut s'adresser. Adresse-toi, par qui on peut le faire passer. Un membre de la famille de quelqu'un, tu as vu, ou même un ami sur qui on puisse compter pour qu'il n'aille pas le porter chez les Condés, quoi. On va chez le boucher. On s'était mis des cagoules, là. Des putains de cagoules Regarde la caméra. des cagoules de monstres, tu as vu? Ouais. On attendait qu'on avait maté déjà. Et tous les soirs, à 8h, ils tiraient le rideau. Un soir, on s'est pointé à 3, tirait le rideau, pouf, on a poussé dedans, là. On s'est mis les cagoules, on l'a mis contre le mur. Tu sais qui on est? Non, qui vous aide? On est ceux qui ont enlevé la fille de Amati, parce que c'était... la boucherie lui appartenait aussi. Alors, tu veux y porter un billet? Oui, monsieur. Mais tu le mets dans la main de Amati, parce que si on sait que tu l'as mis dans la main d'un flic, demain, on te les coupe toutes les deux. T'as compris? Oui, monsieur. Il y allait de suite. Hein. 1 minute après, il allait à Mat, il avait le billet dans la main, tu as vu. Pour réunir la rançon, il s'est passé, parce que je le disais, donc le père Amati était dans l'exploitation des salles de cinéma. On est en 78. Il y a un succès mondial qui s'appelle Star Wars, qui a marché même ici à Marseille, au cinéma Breteuil. Donc j'imagine que vous, quand vous avez vu Star Wars marcher et tout, vous vous êtes dit, bah, tiens, il va avoir les sous pour nous payer grâce à Star Wars. Ça, je vais te dire, ça, c'est une grosse connerie comment il s'appelle, parce que les sous, ils les avaient déjà, tu vois. C'est Agnelli qui lui a prêté les sous, Agnelli. De la famille Agnelli, d'accord. Ouais, en fait, maintenant, il y a une qui est mariée avec un des fils. C'est lui qui a prêté les sous. C'est-à-dire, lui, il a prêté 400, un autre, il a prêté 200, un autre, il a prêté 300, tu vois. Entre eux, la famille Agnelli, propriétaire de Ferrari. Ils ont le riche d'Italie. Ils ont filé 400 en cash, que du cash. Et les autres, ils ont filé 200 cash. En fait, il a réuni la somme, quoi. C'était combien la somme, du coup, qui vous avez Il y avait 880 000 $. Pas mal. Dans la même journée, cette somme, elle a été encaissée, elle a été perdue, elle a été retrouvée. Avant ça, donc avant ces 75 jours, il y a une relation qui se crée entre toi et... Je vais te parler de suite de cette relation. Il n'y a pas d'amour, Moi, j'ai été amoureux, je sais ce que c'est que l'amour. Là, il n'y a pas d'amour. Là, moi, j'étais un autre à cette époque-là. Parce que comment tu tombes amoureux d'une fille que tu as une chaîne et puis aimer, hein, pas déconner, quoi. Évidemment, c'est comme ça que c'est connu. C'est peu commun quand même. Moi, j'étais amoureux de la personnalité de cette fille et je me disais, putain, mais oh, par rapport à certains mecs, elle bronche pas. Elle bronche pas. Ouais, c'est un mec. Elle bronchait pas. Au début, tu sais ce qu'elle faisait? Pas peur, hein? Enchaîner ici et là, tu vois. Le matin, je rentrais avec elle. Il y avait une petite porte, je l'ouvrais, je rentrais avec elle le truc du petit déjeuner et tout. Moi, je me faisais un cul comme ça. Elle commençait à me traiter le p***. La parole. Licchione. Licchione. Trop chaud. Et moi, je disais rien, ça veut dire p***. Guarda. Non ti piace, non dis quoi, ni là. Elle me dit après, il va falloir que tu me fasses un shampoing, tu le sais. P***. Ok, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de salle de bain, on ne peut pas l'amener dans la salle de bain. Il faire un shampoing, c'est une grosse bassine, et faire la chaîne avec les seaux, tu as vu? Enfin, c'est toute la journée, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se levait le t-shirt, et moi, je faisais le shampoing avec les mains. Après, il y a le double shampoing, après, il faut qu'elle se sèche les cheveux. Après, elle me disait, pendant que tu me fais le shampoing, compte-moi les boutons les graines de beauté. Les graines de beauté que j'ai dans le dos, parce qu'autrement, ça va pas aller, ça va pas le faire, tu vois. Et j'ai compté, 52, il y en avait. Après, elle se faisait toute tu vois, elle se maquillait pas, hein, mais elle se faisait belle, tu vois. Mais moi, mes chéris, elle me fout, moi. Alors, j'y filais mes affaires, des gros pulls qu'elle mettait qui arrivaient jusqu'au genou, tu vois. Elle faisait sa bampe, avec ses cheveux, là, m'enchaînait. Voilà, ça continuait, tous les jours, tiens, Alors, j'ai vu que la bascule, c'est un jour où, une nuit où elle crie, elle cherche à attirer l'attention. Alors, être tenue en otage comme elle était elle, à son âge, une femme, c'est très dur, je te le dis. Moi. Il y a des nuits, elle pétait les câbles. Mais quand elle pétait les câbles, c'est dans le bâtiment, elle se mettait à hurler, tu vois. Elle te réveillait, le bâtiment. Alors, il fallait dessus se la rentrer, sauter dessus, mettre un bout de scotch sur la bouche pour l'arrêter. Tu vois, la maîtriser, parce que tu dois arriver les services spéciaux, quoi, tu vois, tout, les carabiniers, la police, tout le monde, là, d'un coup, là. Tu vois, et ça a commencé là, boum. Les bagarres, tu as vu. Alors, je la mettais sur le dos, je mettais les genoux sur les épaules, j'ai scotché la bouche, et je restais comme ça, tout dans le noir, hein, dans le noir. Après, elle se calmait doucement. Tu aurais dû la tuer. Et j'aurais dû la charcler, lui et l'autre. Tu aurais dû la charcler. L'autre, j'aurais dû le tuer. L'autre, j'aurais dû le charcler. L'autre, c'est le complice qui allume la lumière à ce moment-là. La lumière, c'est enculé, moi, on est face à face comme ça, tu vois, tu es tranquille, tu es calme.
de goût claque. Dans ma tête, moi, je dis on est mort. Moi, dans ma tête, je me vois arriver, tu as vu les... Elle aussi, elle doit se dire ça. Et ouais, pareil, hein, elle a baissé la tête tout de suite, elle n'a pas cherché à bien me regarder, tu vois. Et moi, je m'attends à voir rentrer les condés, les forces spéciales anti-kidnapping. C'est lui, clac, je dis, oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, excusez-moi, je me suis trompé. Tu t'es trompé, mais tu es devenu fou, quoi. Toi. Ah, bah, mais ça, c'est pas bien. Tu avais remis se mettre à pleurer. Je prends la charge, je voulais, ma parole, je voulais le découper. Hein. Tu vois, ils arrivent les autres. Hein. Mais écoute, Daniel, allez, on te file une autre part en plus, ou on la tue. Pourquoi tu vas tuer une fille? Pas parce que lui, tu vas tuer cette fille parce que c'est un il a fait une erreur. Moi, ça me faisait marronner, moi, ça, tu vois, je marronnais, hein, ma parole. Hein. Alors, pour l'erreur, c'est un m'a tué, cette gonzesse, il m'a dit, tu choisis. Tu as pris la part. Voilà. J'ai pris la part. Je disais, c'est le moment qui change parce qu'elle, du coup, effrayée, parce qu'on sait que quand on est pris en otage comme ça, mais qu'on a vu l'identité de son ravisseur, normalement, on finit, Si tu sors plus. on finit en morceaux. Donc, Ouais. elle se doute que ça va être ça. Donc là, j'imagine qu'il y a peut-être moins d'insultes quand tu vas la voir. Ouais. Elle a changé. Le quotidien. change, c'est plus la même. Et j'ai lu ça, tu me dis si c'est vrai. Le temps passe donc du coup sur les 75 jours. Il y a la période de Pâques et il y a un jour où tu te pointes avec un œuf de Pâques cadeau. Alors, ce jour-là, c'est même pas moi qui lui ai acheté l'œuf, c'est lui, l'enculé qui m'avait la lumière. Là. Peut-être que lui, il voulait, Parce c'était que Pâques, c'était tourner manège parce qu'en avant l'heure. En Italie, ils sont à cheval hein, sur les traditions, tu vois. À Pâques, moi, je m'en battais les couilles, je savais pas, c'était pas comme ça, je m'en foutais de Pâques. Hein. Il arrive, il avait un œuf comme ça. C'est où tu vas avec ça? Il m'a dit, c'est pour elle. Porte-y, tu vas voir, elle va être contente. Et dans l'œuf, il y a encore un œuf, dans l'autre œuf, il y a encore un œuf. Tu as vu, c'est que des œufs. Les poupées russes. Je suis rentré, j'ai filé l'œuf, elle était contente. Tu vois, le respect de la tradition liée, elle était contente. Elle a commencé à casser ça à coups de poing. Hein. Il le mettre là, coup de poing, tu vois. Et voilà, c'est tout. Ben, on conseille ça aux jeunes qui nous regardent. On a mangé du jeunes chocolat. garçons, offrez des chocolats à Pâques. On a mangé à du des chocolat, Italiennes. on a bu du champagne, on a un peu discuté, et puis après on a oublié qu'on a été otage et... Ouais, il s'est créé une relation Voilà, tu as vu. humaine et intime. Il y a un écart d'âge, vous avez quoi, 12 ans d'écart? Elle avait 19 ans, 20 ans elle avait. 20 ans et j'en avais 29. Elle a été la femme de Niki Loda. Oui, alors un peu après, j'ai fait Annie. mes petites recherches, effectivement. Bon, Et son père, il est mort, suicidé. Il s'est jeté sous la voiture. On va y venir, ça, au bout de ces fameux 75 jours. Donc vous, il y a ce fameux épisode, on va dire, de l'œuf de Pâques. Sur les 75 jours, ça arrive au bout de combien de temps? C'est au 30e, au 45 jours 45 30e. Ouais. Au 30e. Ce qui veut dire que derrière, ça fait... 1 mois et demi, grosso modo. Alors, tu nous as dit, c'est pas une histoire d'amour, et tu as raison, il n'y a pas l'amour à proprement parler, Non, mais on va dire... Il n'y a rien d'amour. Il ne faut pas parler d'amour là-dedans, il n'y en a pas de l'amour. Ah, consentement mutuel, voilà. Il n'y a pas d'amour là. les jeunes maintenant, on dit sex friends. Comme ils disent maintenant, les jeunes, mais c'est une génération un peu... Voilà, un peu... tu as envie, j'ai envie, on a endormi, tu envie, vois. voilà, on fait. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Ouais. C'est une fille libre, là. Ouais, Et ouais, toi, ouais. tu n'es pas non plus quelqu'un Moi, de- voilà. Mais on rappelle le contexte quand même, c'est ce qu'on appelle la parenthèse enchantée à ce moment-là entre... Je veux dire, quand par exemple, tu es toute la journée avec cette personne et que toute la journée tu dois t'occuper de cette personne comme si c'était un enfant. Je vais m'occuper d'elle comme si c'était un enfant. Tu as soif, tu as faim, tu as ci, tu dois te laver, tu dois faire ci, tu dois faire là. Elle n'était pas lâchée à l'abandon, là, tu vois. Un jour, elle m'a dit... J'en ai marre de mettre des slips. Je voudrais que tu ailles m'acheter des culottes de femme, tu vois. En fait, elle avait raison, tu vois. C'est des petits détails. Alors, j'ai été lui acheter des culottes comme là, avec un petit cœur. Là. C'était la mode, tu as vu. T'es contente. Qu'est-ce que je veux faire, hein, plus que ça? Et donc, sur ces 45 jours... Pareil, hein, je suis pas Mireille de... Ouais. je suis pas là pour avoir les détails ou autres, mais pour comprendre aussi cette relation qui est, même si c'est pas une relation amoureuse, qui reste une relation extraordinaire, c'est que tu lui apportes à manger dans sa cage, puis tu restes un peu. Je reste avec elle toute la journée, moi. On discute parce que moi, je suis seul, moi. Qu'est-ce que je branle tu vois, j'ai rien. Parce que tous les gars qui sont avec moi, compris le propriétaire de l'appartement, c'est tous des gens qui ont soit des boutiques, ils sont anonymes complètement, tu vois. C'est pour ça qu'on les appelle les anonymes. Ils ont tous une raison sociale, quoi. Et moi, que je suis recherché, avec moi, ils sont bien tombés, tu vois. Je suis recherché, je suis pas italien, je suis en cavale, tu vois. Ça fait que...
Mieux que moi, il n'y avait pas. Et donc tu restes toute la journée avec elle. Oui, en fait, quelque part, c'est Love Story avant l'heure et sans les caméras. Elle me raconte sa vie, mais il n'y a pas d'arrière-pensée. Moi, je n'ai pas l'intention, j'ai pas aucune intention. Je suis marié, j'ai 2 enfants, moi. Explique-nous ça aussi. Tu es marié, tu as 2 enfants. Ta femme et tes enfants, tu les as avant ton arrestation dont on parlait tout à l'heure de 76. Je me vois mal en train de me faire une otage alors que je suis marié, 2 enfants. Je n'arrive pas à le voir, ça. Mais tu étais toujours en contact avec ta femme et Toujours. tes enfants, malgré la prison, malgré la fugue en Je Italie. t'avais rejoint en Italie, rappelle-toi, Ouais, à ouais. Civitavecchia. Ouais. Tu avais pris cette villa. Ouais, tu te rappelles? Ouais. La villa À di Civitavecchia, il y avait ta femme, les enfants. il y avait tout le monde. Voilà, et tu m'avais donné 10 millions de livres, moi. Tu m'as dit, tiens, prends 10 millions de livres. Moi, j'avais été acheter des chaussures. Le mec, il a fermé le magasin, et toutes les chaussures italiennes, toi. Et ça, c'était marqué. Je ne pouvais pas rentrer en France avec ça, tu vois. Comme tu me donnes 10 millions de concombres, qu'est-ce que j'en fais, tu vois, j'achète n'importe quoi. Et les chaussures, c'est anonyme, c'est des chaussures. Voilà, à Civitavecchia, tu te rappelles? Il y avait cette villa-là. Civitavecchia. Il y avait Claudia Cardinal qui habitait plus loin. Alors, à Civitavecchia, c'était la maison d'une comtesse, la comtesse Minerve. Ma parole, hein, c'est l'aristocratie romaine, tu vois. Quand je dis ça à l'équipe qui était avec moi, ils me disent « Qui ?» Il me dit « Mais on va la prendre, mais t'es pas dedans. » Je laisse tomber. C'était une vieille avec encore chauffeur, le chapeau, on aurait dit une bande de fruits et légumes. C'était sur un allemand qui avait réussi. C'était avant... Tiens, c'est vrai, on parle de ça, on parlait de Claudia Cardinal, les grandes actrices du cinéma. C'est vrai qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, pourquoi on n'irait pas chercher Sophia Loren? Pourquoi on ferait pas avec Ah, putain, avec Mickey, tiens, un projet. Mickey m'a dit, putain, il y a Sophia Loren, elle habite au boulevard de la Libération, là, tu vois, avec ses 2 fils, on prend des 2, Patin, Couffin. C'était où ça, en Italie? Non, c'était ici, c'est un projet qu'ils avaient dans leur tronche, là, tu as vu que c'est pas fait parce qu'ils sont trop cons. À Boulevard de Libération à Marseille? Ouais. Non, à Paris. À Paris. eux, ils ont fait des trucs quand même. Hein. Ouais, mais bon, ils étaient pas là. Mais bon, non, mais ils ont fait quand même des choses pas... Ah, l'étude a été faite, ça c'est pas allé au bout. Non, ils n'étataient pas faits pour ça. Pas pour les kidnappings, voilà. Kidnapping, c'est spécial. C'est un travail. C'est spécial. Truc, ça ressemble à la drogue, les kidnappings. Tu sais pourquoi? La seule chose qui ressemble à la drogue, c'est ça. C'est que tu vis continuellement, pendant des mois, dans le danger. Dans le danger. La drogue, c'est-à-dire que le tu danger... reçois de Turquie la marchandise, elle rentre au labo, elle sort du labo, tu la fixes, tu la fais monter aux États, le danger, il fait partie le client de ta il te vie, paye. stop. Tu es toujours là à dire, tu vois, et le kit, c'est pareil. Hein. Et du coup, on y revient. Donc, il y a cette relation donc, avec Giovanna. Et au bout de 75 jours, sa famille, malgré l'interdiction de la police, rentre en contact avec vous, vous dit « Ok, on va payer donc les 890 000 $. Comment vous recevez un message, il vous dit on mettra tout dans un sac, il sera là Après, ceux qui vont encaisser, c'est leur travail à eux. Moi, je me battais les couilles, tu vois. Comment ça se passe? Ça se passe que toi, tu les contactes, c'est-à-dire c'est eux qui te contactent, en lâchant un message, par exemple, sur on va dire le chasseur, allez. J'ai perdu mon chien jaune, il s'appelle Fada. Téléphonez à ce numéro à qui hop, le numéro, il est bon. Là, tu appelles, tu dis voilà, on a les 800 millions de prêts. Comment on fait? Alors, restez, préparez-les, attendez, je vais vous recontacter. Et c'est là que tu rentres avec ton circuit. Tu lui dis, va à la rue d'Aix, au numéro 69, sous une poubelle, tu vas trouver un paquet de Marlboro avec un billet dedans. Tu vas le prendre, tu vas le lire, tu vas aller où t'indique le billet. Et ce billet va te faire tu vas te retrouver à la gare routière d'Aix. Et ça te fait naviguer. Hop. Après, de la gare routière d'Aix, tu vas retrouver un autre à Salon. Jeu de piste. Tu vois? Et après, là, chaque fois que tu vas t'arrêter pour prendre un billet, tu ne sais pas quand tu vas payer. Tu sors avec le sac. Et à un moment donné, tu vas arriver à le coin qu'on a chez nous pour se faire payer. Maintenant, jette le sac. Peut-être dans un pont, ou alors dans le moelle de la main, parce que bon, on est juste à côté, tu vois. C'est pour s'assurer que la personne n'est pas suivie. Il y a une parole d'or, attention. Il y a un password. C'est-à-dire que, par exemple, moi je ne m'appelle pas, par exemple, Daniel, mais je m'appelle la tortue. Donc là, il y a le sac. Vous récupérez... Là, on récupère. Et elle, vous la laissez où? On la relâche. Je rentre chez moi, un peu chez moi où j'étais, là, avec l'autre, on est restés 2. On regarde la télévision pour voir, tu vois, si elle était rentrée chez elle. Elle avait maman, elle a été relâchée, tu vois. Toute l'Italie contente, ils croyaient tous qu'elle était morte. Moi, je prends ma part, je me casse vite. Hein. Mais d'un coup, la télévision elle continue en disant que il y a eu
Il y a eu des arrestations, tu vois. Mais nous, on y fait, moi, j'ai fait ma PACA. Et parmi les arrestations, ils commencent à faire le nom des mecs qu'ils ont arrêtés. Ils ont pris une vingtaine, 25 mecs d'un coup, là, ouf. Et parmi tous ces hop, il y avait les 4 qui étaient avec nous. Alors, parmi les 4, il y en avait un qui avait porté le pognon chez lui. Sa femme, elle était enceinte, tu vois. C'est-à-dire qu'elle était dans le lit, elle avait mis là. Quand les carabiniers sont arrivés, elle avait mis le sac en dessous. Ils n'ont pas cherché à comprendre, tu vois. Il l'a arrêté, il l'a emmené, lui. Quand ils sont partis, elle a pris le sac, elle l'a jeté par la fenêtre. Et il est tombé sur le toit d'un box, des garages, tu vois. Et nous, quand on entend ça, putain, l'autre, il m'a dit, putain, mon frère, il a arrêté. Il doit y avoir encore le pognon chez mon frère, alors. On prend la voiture, on s'arme jusqu'au dents, parce que son frère, il peut y avoir que les condés aussi. Ça me battait les couilles, tu vois. On arrive, le pognon, on regarde où il est en bas, tu vois. Il est tombé sur le toit des garages, hein, parce que c'est 4 bâtiments, comme ça, tu vois. Et au milieu, il y a des garages, tu vois. Au 7e, il était là. Oh, il y avait tout le monde à la fenêtre. Ils se regardaient tous comme ça. Là. Personne n'a appelé les flics. Hein. Il y a des gars qui appelaient les flics. Alors, on m'a dit, regarde, il y a le sac. J'ai dit, écoute, jette un soulier en bas, tu vois. Parce que là, l'entrée, elle dépendait d'une autre concierge, tu vois. Tu jettes le soulier, on met là-bas, on se fait ouvert, tu as tombé le soulier, je saute, je prends, on s'arrache. Hein. C'est ce qu'on a fait. Hein. Donc là, vous aviez les sous, vous aviez rendu l'otage, vous étiez pas repéré encore par la police. Pas encore, non. Moi non. Qu'est-ce qui fait que ça dérape? Alors voilà où ça dérape. Je prends les sous, moi je vais à la gare de Rome. Avant, tu pouvais louer des coffres là-bas. Maintenant, c'est fini, tu vois. C'est-à-dire, tu avais des coffres ouverts avec les clés, tu enfonçais ton machin, tu fermais la clé, et tu partais, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en attendant d'avoir l'autre. L'autre, il me dit, écoute, il faut que j'aille au parloir voir mon frère pour voir ce qui se passe, tu vois. Quand il ressort du parloir, l'autre, il me dit, mais tu sais, ça serait bien qu'on rentre. Il y a un tel des 4 qui est dedans. Il dit qu'il faut qu'on rentre dans la rançon. Qu'on rentre dans la rançon, vous êtes fous, quoi. Ils sont margeons, quoi. Et il y en a un autre qui dit comme ça, non, mais ça serait bien. Par contre, il y a un Lucien, il dit à Daniel qu'il la reprenne encore une fois, la fille. Qu'il la reprenne encore une fois. Alors j'ai compris, moi. Il fallait la reprendre. Et je savais pourquoi il fallait la reprendre. Parce que c'était elle qui avait donné... Non, elle n'a pas ouvert la bouche, elle. C'est eux qui me parlaient, c'est pas elle. Elle a ouvert la bouche à la fin. Quand c'était vraiment impasimate, il a pris le père, il l'a mis en prison, il a dit voilà, le mec qui t'a enlevé, c'est lui. Il s'appelle comme ça, Nieto Daniel. C'est lui ou c'est pas lui? Il dit non, c'est pas lui, ok, ça va. Incarcérer son père de suite. Ils ont pris son père et ils l'ont mis en prison. Hein. Et il a fait 3 mois de prison. 3 mois, il a fait, tu vois. Ils ont pris son père, ils l'ont mis en prison, le mec. Oh. Mis en prison. Et ça, il n'a pas supporté? Non, mais lui, peut-être qu'il n'a pas supporté, mais bon. Et lui, d'autres choses qu'il n'a pas supporté. Et sa fille, elle a eu peur, à la fin, elle a collaboré. Elle a dit, ouais, c'est lui, et il m'appelle, parce que moi, tu vois, moi, ce que je voulais, avec celui-là qui était resté dehors, ce que je voulais, c'est la reprendre à deux. J'ai fait des rendez-vous, la bonnet, bon, on la prenait, tu vois. Mais je te dis pas le bordel qu'on a foutu dans la ville, quoi. Ils étaient 180, ils étaient pas un de Condé, 180 Condé. Elle te donne un lieu de rendez-vous. Elle me file, c'est moi qui l'appelle, j'ai dit viens à tel endroit, au Colisée, tu vois. Et au Colisée, il y avait plein de touristes, j'étais en short, tu vois. Et il y avait beaucoup de Chinois. Par contre, il y avait beaucoup de voitures de carabiniers qui arrivaient. Mais je les prenais en photo, moi, comme un con. Clic, j'avais plein de photos dans le sac. Ils me retrouvait les photos, ils m'ont tué. Ils m'ont dit, s'enculer, ils nous prenaient en photo en plus. Et donc, de là, il y a mon pote qui était un peu au-dessus, qui voyait tout. Et il m'a fait signe, il m'a dit on va là-bas. Moi, quand il me dit on va là-bas, je comprends ce que c'est, tu vois. Je vais là-bas, je vais au faux, je me prends en voiture, on me se met en via Veneto. Il me dit maintenant, appelle-la, fais-la venir, on la prend. Voilà, je vais l'appeler. C'est ce qu'elle me dit au téléphone. Elle me dit prends le pognon et casse-toi. Non, mais avant de me casser, il faut que je te voie, j'ai un truc à te dire. C'est important, ouais, c'est important. Parce que moi, je te conseille de prendre tout le pognon et de te casser, elle me dit. Mais il faut que je te voie. Elle me dit ça va, je viens. Elle arrive, mais j'ai bouge-toi, tu vois. J'arrive, elle prend la moto, elle arrive, je la vois arriver. Dans ma tête, moi, je monte derrière, je la fais descendre dans la rue, là, pour que je la prenne, je l'achète dans la voiture, ça me bat, tu vois. Et dans ma tête, puis après, ça a pété comme ça. Et il y avait les 180 carabinieri, donc du coup... C'est attiré de tous les côtés, quoi. Moi, je me rappelle, parce qu'elle est arrivée là, elle était au milieu, tu vois. Moi, j'étais par terre comme ça, et j'ai entendu 3 coups partir, tu as vu. Il y a un Condé, un autre Condé, qui disait à l'Italien, un autre Condé italien civil, il lui disait amassalo, tue-le. Et je me suis senti des éclats de goudron dans la gueule. Tu as vu, la fille, elle a eu peur, les gens dans la rue, la Via Veneto, c'est les Champs-Élysées. Hein. Il y a eu un attroupement, on voulait savoir ce qui se passait, parce que bon, il n'y avait pas des signes de police, il n'y avait pas de brassard, il n'y avait rien, tu vois. Il a fallu qu'ils sortent les cartes, tout ça, et voilà. Là, du coup, c'est quoi? C'est prison en Italie? Prison en Italie, isolement, habile.
Là, c'est l'isolement, tu vois. Cellules sensorielles, tu vois, pour éviter que tu te casses la tête contre le mur, tu vois. C'est vraiment l'isolement. Tu vois des gueules, tu vois que le matin. Où c'est que tu étais à Rome? Ah, à Rébi, bien. À Rébi, bien. Ouais. Pendant combien d'années? Ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans, ça a duré le temps du procès. Et j'ai pris 18 ans, plus 4 ans que... Quand ils m'ont arrêté, j'étais calibré aussi, j'ai tiré. J'ai tiré dans le sac. Calibre qui avait fait les Mickey. J'avais 5 coups, tiré, bam, 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 et ils ont tiré au MP. Et du coup, c'est 18 ans en 18 Italie plus 4, aussi? Plus 4, je me suis pris 22 ans, confirmé en appel, en cassation et tout. Alors j'en ai fait 12 plein, mais 12 dans des conditions, tu as vu, Guantanamo, c'est des congés payés, quoi. Ils avaient fait des lois spéciales, des prisons spéciales sur les îles, gardées par des militaires. À la Zinaria. Ah, les îles, maman mia, c'était l'enfer. L'enfer, c'est. L'enfer. Oh, une frappée, hein. C'est quoi, sur la côte adriatique Non, c'est dans la Sardaigne. D'accord. C'est pas loin de la Corse. C'est pas loin de la Corse. C'est une Zinara. île où ils étaient Totorina, tout ça. D'accord. Tous les grands mafiosi. Tout La ça. Zinara, c'est la mort lente. C'est l'île des ânes albinos. C'est la première île qui a été découverte par les Phéniciens, je crois. Ils se sont installés là, ils ont laissé ces ânes. Ils sont tout petits comme ça. D'accord. Blancs, ils ont les yeux, tu les vois, ils ont les yeux tout rouges, tu as vu. La Zinara. Et en fait, dans le mot la Zinara, tu retrouves âne, le mot âne. Ça ressemble à Alcatraz un peu. Tu Voilà, vois, ouais. Oui, ça n'a pas l'air très accueillant. Et C'est donc dur, hein. là, Tu n'as 12 ans là-bas. pas tout fait là. Non, j'ai fait 3 ans. Là, j'ai fait 3 ans. Au bout de 3 ans, j'en ai eu marre. Il y avait un groupe de terroristes, là, de Brigade Rouge. Ils m'ont dit, oh, viens avec nous, on fait une grève de la faim pour se casser d'ici. J'ai fait une grève de la faim. J'ai tenu 45 jours. En buvant, moi, j'étais des bassines d'eau. Au bout de 45 jours, on dit, ça va, le ministère, il t'accorde un transfert en terre ferme. Tout ça pour une prison en terre ferme. Hein. Toujours les mêmes conditions, hein. Prison spéciale, mais en terre ferme. Tu sors de prison quand? En 2020. Mais raconte le parcours après la Zinara. Tu as été où? Donc on parle d'un braquage qui a lieu en 78 et tu nous dis tu sors de prison en 2020. Entre-temps, tu as passé de 78 à 2020, tu fais tout en prison? Alors, je fais 12 ans plein et je m'arrache, je m'en vais, je m'évade. On Ok. m'ouvre la porte et je m'en vais. De là, je rentre en France de suite, je me retrouve à Aix. À Aix, on parle de la récidive. Ceux qui parlent de récidive, ils peuvent bien fermer leur gueule, tu vois, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Comment tu peux, 12 ans après, 12 ans de prison, comment tu peux récidiver 3 jours après? Moi, 3 jours après, je recommençais à braquer des banques, comme si rien n'était, comme si je n'avais pas fait 12 ans de prison. C'est ce qui s'est passé? Ouais. Après, de là, à Aix, ça commençait à devenir un peu chaud, tu vois. Je me suis arraché à Paris. Je me dis, Daniel, il y a un bon fromage à faire. En Belgique, on va voir une ville qui s'appelle comme ça, parce que je faisais que les coffres, tu sais. Prépare là, tout ça, tu me prépares à l'entrée, j'y vais. Et là, c'était un bordel, quoi. Là, ils ont fait une connerie, ils se sont fait localiser, eux, à Paris. Et les flics, ils ont suivi jusqu'à là-bas, en Belgique, tu vois. Et au moment de taper de la banque, ils ont intervenu, ils ont tiré sur tout le monde. Moi, je me suis arraché avec un flic, en prenant un flic en otage, et je l'ai relâché à Paris. Résultat, il n'y a plus prise d'otage, ni séquestration, il y a enlèvement, là. Je suis en pleine récidive légale, quoi, avec les Italiens. Parce que j'étais en prison en Italie pour enlèvement, maintenant, en France, je me retrouve avec un mandat d'arrêt international pour enlèvement, tu vois, un condé, tu vois. Et quand je suis passé aux assises à Paris, j'ai morflé, hein. 18 ans, j'ai pris, en plus. Ça, c'est en quelle année? 89. Bon, 89. C'est là que tu m'as appelé au bon matin. Quand tu m'appelles au bon matin, Ouais. que tu es au QHS, c'est là que je le revois. Et alors, Giovanna, elle a une vie donc après ce kidnapping. Elle était Putain. passionnée de Formule 1 très jeune et elle sera pas loin de parvenir à ses fins puisqu'elle fera les qualifications pour intégrer début des années 90. Alors, elle parviendra pas à se qualifier, mais Non. elle fera les qualifs sur 3 premières courses. D'ailleurs, pour l'anecdote, chez Brabham, elle sera remplacée par Demonide qui sera Ouais, champion du monde de F1 en 96, 97. Elle sera, et tu l'as dit Milo, elle sera pendant quelques semaines avec Niki Lauda. Quand tu apprends ça, est-ce que tu te dis, tiens, c'est marrant, mon ex est avec Niki Lauda? Parce que c'est quand Non, même voilà ce qui une s'est référence passé. mondiale. Moi, j'étais là à la prison de la santé. Je suis à l'isolement, je regarde la télévision, je regarde les infos, tu vois. D'un coup, sur les infos, je vois ma gueule. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont, tu vois. Et à côté de ma gueule, d'un coup, je vois celle de Giovanna. Alors, les journalistes disent, non, on a arrêté
Daniel Nieto, il est en cavale depuis 23 ans, il était l'auteur de l'enlèvement de cette fille. En fait, ils ont fait tout un speech, là, tu vois. Voilà. Et c'est là que j'ai appris qu'elle continuait à... Tu vois, j'étais content quand même. Elle a réussi son... Moi, j'étais content d'avoir appris qu'elle avait réussi, tu vois. J'ai dit, au moins, tu as vu... Mais du coup, 2020, t'as plus de 70 ans quand tu sors de... C'est plus retombé depuis. Ah ouais, Quand tu avec sors. l'histoire de... Ouais, parce que je sors avec une fiche S. Tu sais, une fiche S, c'est Une fiche. la fiche qu'ils donnent aux terroristes, aux terroristes. Bon. Et moi, ils ne me le disent pas quand je sors, moi. Une fiche S, c'est supposé téléphoner à la gendarmerie la plus proche quand tu es libéré, leur dire où tu habites, en leur donnant ton numéro de téléphone. Et moi, ça, j'ai pas pu le faire parce que je ne le savais pas. Un jour, bon, ils sont impatientés, ils sont arrivés chez moi, ils ont défoncé la porte, et ils m'ont trouvé un calibre. Et ils m'ont remis de suite en prison. Un quart d'heure après, j'étais à lui. Un an pour un calibre de merde. Là. Tu nous as parlé tout à l'heure de ta femme, de tes enfants. Au final, tu les as très peu vus. Je passe pratiquement jamais. Personne, je vois plus des gueules. Je vois ma fille, je vois une de mes filles, je vois mon petit-fils qui est parti en Thaïlande là-bas. Là. Je vais aller le rejoindre bientôt. Là. Autrement, le reste du temps, je suis seul ou Milou le matin au bistrot. Je vois plus des gueules, moi je veux pas savoir. Je veux rien du tout. Là, Et lui, il t'a dit que c'est pas un voyou, attention. Hein. Encore faut-il savoir qu'est-ce que c'est qu'un voyou. Toi, tu dis, je suis pas un voyou. Et qu'est-ce que c'est un voyou alors? Un voyou, c'est pas pareil. Un voyou, c'est quoi un voyou? C'est quoi? Un voyou, c'est pas pareil, Milou. Moi, je suis pas voyou, quand même. Moi, c'est-à-dire, toi, tu as été élevé par des voyous. Ouais. Et moi, non, par des anti-voyous. Mais tu es un révolutionnaire, tu es un Voilà, appelle ça comme tu veux. anti-sociétal, voilà. Ah, moi, et tu aimes les sous comme nous, on aime les sous. tout le monde aime les sous. Le but, c'est les sous, voilà. On est des Le voyous. but, c'est On est les des voyous sous parce que pourquoi? au début, Parce voilà. qu'on fait fi de la loi C'est-à-dire que, ouais, et on va prendre des risques. au début, Et donc, on est devant la loi, on est des voyous. au début, Voyou, c'est les je sais sous. pas la définition tu vois. du voyou, je sais pas ce Mais que après, c'est. tu te rends compte que tu les fais tellement facilement bien, les sous, que tu vois, tu penses même plus aux sous. Les sous, l'argent, il est plus dur à conserver qu'à gagner. On recevra peut-être un jour un gagnant du loto et je pense qu'il nous dira la même chose. À conserver, c'est terrible. Nous, moi, je touchais des milliards. À gagner, c'est facile. Il n'y a rien de plus facile que de gagner de l'argent. Là, vous m'avez dit, vous prenez le café tous les deux le matin. C'est quoi ce quotidien? Alors, je ne vais pas dire de repenti, puisque selon la définition même de Daniel, il n'y a rien à repentir. C'est quoi votre quotidien désormais? Quotidien de vieux. Vous êtes dans quel quartier? Vous vous On est retrouvez dans un où? quartier, le boulevard Chave, un quartier d'ouvriers. On parle avec des ouvriers. De temps en temps, on rencontre un ancien, disons, pas un gars du milieu, mais un ancien entre gens qu'on peut... Oh, voilà. La définition, c'est on est entre gens qu'on peut se parler. Il y a des gens dans la rue qu'on peut dire, par exemple, moi, quand je descends en Corse, je fais ma sélection et je parle avec des gens qu'on peut se parler. Tu vois, on est entre gens qu'on peut se parler. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends la définition. Et puis, on a le reste de la population, le 95% de la population, à la louche, tu es avec des gens où tu parles de politique, de Gaza, de Sarkozy, tu vois, et voilà. Alors, on fait semblant d'être de gauche, parce qu'un voyou qui se respecte, il n'est jamais de gauche. Ça n'existe pas, un voyou de gauche. Les voyous, ils sont d'extrême droite. C'est obligé, ça va avec, hein. C'est dans la même case. Voilà. On fait semblant d'être de gauche, on dit, oui, effectivement, Poutine, oh là là, c'est un assassin. Hein. Mais si Poutine nous appelle, on y va en courant, hein, je te le dis. Hein. On le serre et on le dessert pas. Voilà. Quand tu me dis qu'il y a des gens avec qui vous pouvez parler, je ne vais pas te demander de me révéler ces conversations, je le saurais si j'en ferais partie, mais est-ce qu'il y a ce petit... quand on a été dans ces milieux-là toute sa vie, on a toujours envie un peu de savoir, quelque part c'est plus fort que soi, de savoir ce qui se passe, ce qui s'organise ou autre, et donc... Oui. C'est ces discussions-là, ça nous permet de, tiens, je vous imagine mal être partie prenante de tout ça maintenant. Moi, je m'en fous. Pas pour moi. Tu ne peux pas être plus dans le vrai. Plus dans le vrai que ça, tu ne peux pas être. Tu demandes rien. Tu es là, on sait qui tu es, et on se fait un plaisir de te dire, tu sais, celui-là qui est mort là, c'est un tel qui l'a tué. Et on va te dire pourquoi il l'a tué. Et on va même te donner le mode opératoire. Parce que c'est comme une secte, les voyous. C'est des gens, ils se font un honneur de savoir
les choses. Ils savent les choses. Et de les raconter. Mais de les raconter avec des gens qu'on peut se parler. Entre gens qu'on peut se parler. Et donc, sans que tu demandes rien, on vient te dire. On vient te dire. Moi, j'ai des membres de ma famille qui viennent et qui me disent oh, tu as vu un tel, il s'est fait charcler. Je te parle comme... ça viendra d'où ça vient, ça? Comment? Tu le sais pas? Tout le monde le sait, sauf toi. Et voilà, on déroule, là. C'est lui, c'est l'autre, il a fait ça, il n'a pas fait ça, tout ça, voilà. Voilà. Les voyous, c'est ça. Hein. Daniel a raison quand il dit moi, je suis pas... Lui, il dit je suis pas un voyou au sens, disons, mafieux du terme. Tu vois, lui, c'était un solitaire et il faisait partie d'une équipe. Il a été prendre les sous derrière le mur, alors que dans le milieu, tu ne prends pas les sous derrière le mur, tu prends les sous en disant ce mur, un jour, il va tomber et on va s'arranger pour qu'il tombe et on va prendre les sous une fois que ce mur sera tombé. Tu vois, les voyous, ils réfléchissent, ils mettent au point, tout ça. Daniel, non, lui, il a foncé, toute sa vie, il a foncé. D'ailleurs, il a payé par rapport à ça. Et le milieu, c'est pas ça. Le milieu, c'est des gens qui mettent au point des choses et qu'ils ont un discours autre, qu'ils ont une façon de vivre autrement aussi, tu vois. Ils ont des codes. Daniel, un point aussi dans ta vie qu'on n'a pas abordé. Tu es aussi, enfin, ton beau-fils est aussi connu à Marseille, puisqu'il s'agit de José Anigo, qui a été joueur, entraîneur, directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Pourquoi cette réaction-là? Pour moi, ce mec, quand ma fille elle m'a dit il y avait vivre ce mec, je le connaissais même pas d'une déjà, tu vois. Qui est Anigo? Ouais, je le connaissais même pas, moi. Mais tu étais en prison. Et elle est venue en prison me voir avec lui, tu vois, Ouais. pour organiser un match. Je me rappelle, tu m'as dit, regarde, c'est Anigo, lui. Ouais. On était au parloir tous les deux, et derrière la vitre, il y avait ce type, là, ce Anigo. Ouais, t'en rappelles? Ouais, tu m'as dit, oh, regarde, c'est Anigo, lui. Un jour, on était au parloir, mais c'était un cagueux. Ouais. Un cagueux. Et là, c'est normal. Un jour, il vient au parloir avec ma fille. 10 minutes après, on y est au parloir terminé. Oh, je viens faire d'arriver là. Comment il y a je monte, je sors pas du parloir. Un point, c'est tout. Lui, Anigo, je dis la mère. Ah non, il déconne pas, mais où tu vas, toi? Ça fait 10 minutes qu'on est là, tu vois? Et je suis pas monté du parloir. Mais le petit, c'était pas il n'avait pas une bonne presse, le petit. Non, lui là. Le petit, il fallait qu'il. Lui, voilà. Il lui, était dans l'entonnoir, allez. Lui, c'était un pion. Allez, voilà. Ouais. À l'OM, c'était le pion de l'OM. Non, je te parle du minot, moi. Ah, Le minot qu'ils ont charclé. ouais. Et son Ouais. fils, Adrien, qui Adrien. malheureusement a... Ouais, mais Adrien, écoute, moi je l'ai en partie élevé, Adrien. Il avait 12 ans, Adrien, jusqu'à l'âge de 14 ans. Quand je lui disais Adrien, en plus il avait du foot, ce mec, il jouait bien. Hein. Je dis Adrien, mais pourquoi tu vas pas? Son père lui a dit, je t'inscris au centre de formation. Mais moi, je ne vais pas faire comme ces ans. Pour lui, c'était des ans les joueurs de foot. Là, tu vois. Moi, je vais y arriver tout seul. Moi, je vais faire le voyou. Moi, calme-toi. Il s'est reposé sur toi, ton homme à toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Mon grand-père par-ci, mon grand-père par-là. Et quand par exemple, tu lui filais 3 kilos de chichon, tu disais, va les vendre, tu as l'acheteur. Je disais, ouais, comment 3 kilos de chichon, 3 ou 30 ou un demi-kilo de coque. Tu vois? Ouais, j'ai l'acheteur. Il allait dans les boîtes de nuit et il ne payait pas les gens. Il disait, moi, mon grand-père, vous savez qui c'est? Voilà. Et moi, toi, là, j'entendais parler de lui. On me disait, dans pas longtemps, ils vont le charcler. Il fait des choses qu'il ne faut pas faire. Un cul, Et voilà, et ils l'ont tué. Tu sais, dans les quartiers nord, il ne faut pas s'amuser, je te le dis. Hein. Même nous, non trop, hein. Piano. Hein. Doucement, On est carré, mais on ne fait pas de vagues. Quartier nord, c'est quartier nord. On a parlé de beaucoup de choses. Là j'étais sur le football. Vous avez parlé, Emilio, lors de ton passage aussi, tu as détaillé beaucoup de choses. Je ne peux pas croire que le football, on n'a pas parlé football. À Marseille, c'est quand même très important. J'aimerais bien avoir votre regard là-dessus. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été, tiens, ça nous intéresse, on va peut-être lancer une affaire avec ça, ou pas du tout? Moi, j'ai des amis proches qui se sont intéressés à l'OM, hein, mais qui en sont vite sortis parce que ça commençait à faire du bruit. Quand tu fais des affaires, dans les cercles, tu prends des affaires avec des gens comme Sedi Genoy, si te mude, a che parla sbattuto, tu vois, bon. Tu fais des affaires saines avec des banquiers, avec des gens qui ont les cercles, avec des gens qui ont même des paysans qui parlent pas, ça va. Mais à Marseille, l'OM, ça parle, ça déparle. Les journalistes, ils ont fait des livres, les ci, les là.
Les gens qui ont mis le pied, ils sont vite partis. Ils ont pris 4 sous pourris, là. Et ils le regrettent. Ils regrettent cet argent. Moi, je te le dis, j'en rencontre un, c'est le principal. Tous les 6 mois, je le rencontre, pas souvent. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que j'ai eu d'aller dans ce truc? Et crois-moi, il n'y a plus personne. À un moment donné, c'est vrai, ils se sont intéressés. Il y a 5-6 personnes importantes. Des bons calculateurs, des bons voyous, des bons gestionnaires, tu vois. Ils se sont intéressés à l'OM. Les boutiques, tout ça. Ils ont abandonné, ils ont pris les clés, ils ont dit tiens, gardez tout. Avec les Juifs, tu vois. C'était les Juifs qui ont dit venez, venez, on vous fait toucher des sous, les trucs de joueurs, agents de joueurs, tout ça, tu vois. Tiens, ça parle trop, ça balance, tout va. Non. Il y a eu cette période de 5-6 ans, maintenant c'est fini, c'est clean, hein, je te le dis. Hein. Et crois-moi, ils ne sont pas prêts d'y retourner. Hein. Daniel, toi, le foot, ça t'a jamais Le foot, ça me plaisait. C'est pas un voyou, lui. Il aurait pu. Ça me plaisait. Plus que moi, plus que ces gens-là. Peut-être un simple spectateur. Non. Non, mais moi, quand ils m'ont vu arriver, ces gens-là, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents du tout. Non, mais toi, tu parles d'un personnage en particulier. De tous. Que tu connais toi et que je connais moi, tu vois. Lui, un jour... Et Deruda et toute la clique, là. Voilà, mais c'est celui-là que tu parles. Tu vois. Voilà. Il n'y a pas que lui, hein. Oui, qui a une relation, on parlait tout à l'heure de José Nigo, mecs, il y a une relation, on va dire, tumultueuse entre les deux. Une relation avec des mecs, c'est des merdes. C'est des merdes. Ils se font passer pour des c'est des merdes, en fait. Tu vois. Lui, moi, c'était le chien dans les jeux de quilles. Ouais. Un jour, il a été... Tu m'as expliqué, là, qu'avec Anigo, tu as été voir les... Oh putain, alors écoute. Un jour, on me dit, des mecs de Aix, là, les 2 frères, là, ils me disent, Daniel, putain, tu dois rendre-nous service et bien avec nous au tournoi de Bonneveine, tu vois, parce qu'il y a le président de l'Étoile Rouge de Belgrade qui parle très bien couramment l'italien, tu vois, et puis c'est un jeune, tu vois, milliardaire, tu vois. Tu ne veux pas nous servir de machin parce que nous, on veut lui acheter un joueur ou vendre un peu j'y vais. On se présente, ils arrivent comme la mafia, hein, les lunettes noires, plein de grosses voitures noires. Et qui y a dans notre équipe en face? Eux. Anigo et compagnie. On se regarde en chaîne de faïence et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, toi, quoi? Ça leur a pas plu que moi, que je fasse l'interprète au président du Belgrade de l'Étoile Rouge pour les Toulonnais. Tu vois, c'est bille un peu, tu vois. Très bien, messieurs. Merci de m'avoir raconté un peu toutes ces histoires-là. Je me sens comme quelqu'un à qui on peut parler. Tiens, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. On est entre gens qu'on peut se parler. Mais j'ai l'impression, et c'est aussi à ceux qui nous regardent et qui regardent cette émission, j'espère que aussi du coup ça leur permet de comprendre un peu cet univers. Encore une fois, je dis, il y a zéro fascination à avoir, mais c'est une histoire qui mérite d'être racontée, une histoire peu commune et qui en dit beaucoup aussi du Marseille de l'époque. Donc merci à vous de vous être livrés et de me l'avoir raconté. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Ilfont Marseille. Si vous voulez en rater aucun, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut vous abonner et vous serez comme ça informé dès que ça sort. Vous retrouverez ça sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt.